Bonjour, bienvenue dans cette quatrième séance de travaux pratiques du cours d'économétrie appliquée. Nous allons maintenant nous intéresser au modèle Logit multinomial. C'est un modèle qui est adapté pour une variable qualitative pour laquelle on aurait plusieurs modalités, plus que deux modalités en fait. Donc c'est finalement une généralisation du modèle Logit que nous avons vu au troisième TP, en un sens. Donc c'est un modèle qui peut être extrêmement utile parce que c'est souvent le choix typiquement des consommateurs est typiquement un choix qui est assez difficile à modéliser. C'est extrêmement complexe quand vous vous souvenez sans doute de vos cours de microéconomie à propos de l'utilité et des préférences. Ce choix est en fait plutôt complexe à modéliser. Et ici, on a donc un mathématicien, McFadden, qui a beaucoup travaillé sur la modélisation empirique finalement des choix faits par les individus, qui a notamment créé ce modèle-ci, le modèle Logit multinomial, qui nous permet de malgré tout parvenir à travailler empiriquement sur les différents choix. Donc ça peut être des choix, ça peut être aussi des catégories, mais c'est surtout les choix qui nous, en tant qu'économistes, nous intéressent généralement. Donc ce modèle est à ce niveau-là assez utile, même s'il repose sur des hypothèses qui sont souvent assez fortes, qui sont parfois un petit peu difficiles. Nous y reviendrons. Et donc c'est un modèle qui aussi est un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui va demander un petit peu de s'accrocher. Donc je pense que le professeur verra en profondeur ce modèle. Maintenant je ferai quand même des rappels théoriques assez complets pour que vous puissiez correctement suivre cette séance de travaux pratiques. Donc avant de commencer directement par le modèle Logit multinomial, on va commencer par une petite question introductive sur finalement ce qui nous intéresse ici. On s'intéresse un petit peu, soit ce qui nous intéresse surtout, c'est évidemment de prédire les probabilités de choix, dans quelle mesure un consommateur va plutôt choisir une troubadour magma par exemple plutôt qu'une bière Philomène par exemple ou une bière Lef, voilà, pour aller dans des bières un petit peu moins bonnes quand même. Donc c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on va faire bien sûr, mais sinon basiquement on pourrait aussi simplement s'intéresser aux liens qui existent entre notre variable qualitative à plusieurs modalités d'intérêt, d'accord, par exemple le choix de consommation, avec différentes variables explicatives d'intérêt, d'accord, et ces variables explicatives, elles pourraient être tout autant continues que qualitatives, à deux ou davantage de modalités, d'accord. Donc à ce niveau-là, on va d'abord regarder un petit peu ce que les tests de base, les tests un petit peu généraux, basiques, que vous avez peut-être vus en bac 1 et en bac 2, sur le lien qui pourrait exister entre de telles variables, d'accord. On va commencer par une petite introduction là-dessus, et ensuite nous allons nous attaquer au modèle Logit multinomial. Donc nous utilisons la base de données European Social Survey de 2018, qui contient un échantillon de citoyens européens, dont 1767 Belges en 2018, et on dispose de très nombreuses variables différentes sur eux. Donc, on nous demande d'abord quelle proportion parmi les Belges ont voté pour le CDNV. On va s'intéresser ici, notre variable qualitative d'intérêt sera le choix politique, le vote fait par les individus aux dernières élections fédérales, d'accord. On nous demande ensuite de mener le test adéquat pour tester ce niveau d'éducation, mesuré par la variable qualitative ASCED, est liée au choix de vote. Donc le niveau d'éducation ici sera le diplôme obtenu. Ce sera donc une variable qualitative. Ici, on va s'intéresser au lien entre deux variables qualitatives et le test que nous allons utiliser pour tester s'il y a un lien entre ces deux variables. Ce sera un test qui carré sur un tableau de convergence, d'accord. Nous allons revoir un petit peu ce qu'il en est théoriquement parce que je ne pense pas que cela fasse partie de la matière que vous avez vue en bac 1, bac 2. En tout cas, de mon temps, ça n'en faisait pas partie, mais évidemment, le contenu a pu beaucoup changer depuis mon bachelier. Ensuite, nous allons mener le test adéquat pour vérifier s'il existe un lien entre l'intérêt pour la politique, mesuré par variable quantitative newspoll, qui est exprimée en minutes, donc qui sera ici une variable d'avantage continue. Et je me demande si elle n'est pas discrète en fait, mais nous verrons ça. Et finalement, le choix de vote, notre variable qualitative d'intérêt, d'accord. Donc ici, le test que nous allons mener, c'est un ANOVA. Je ne vais pas revenir dessus parce que normalement, celui-là, vous l'avez
mangé en bac 1 et en bac 2, ok, dans les cours de statistique. Si jamais le contenu de la matière a changé, mais ça me surprendrait que vous ne voyez plus les tests ANOVA. Vous pouvez, en soi, vous pouvez directement faire vos propres recherches et le trouver, mais si jamais vous galérez vraiment à comprendre, vous pouvez toujours me poser des questions. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. D'accord? Donc, nous allons commencer par un bref rappel sur, ou peut-être quelque chose de nouveau, sur le test qui carré sur un tableau de contingence. Le test qui carré, mené sur un tableau de contingence construit sur base des deux variables qualitatives qui nous intéressent, des deux variables pour lesquelles on cherche à voir s'il existe un lien entre les deux. Ce test est donc mené sur base d'un tableau de contingence. Un tableau de contingence, c'est simplement un tableau reprenant en ligne les différentes catégories de notre première variable qualitative et en colonne les catégories de notre seconde variable qualitative. Donc c'est par exemple ici, imaginons que notre première variable qualitative soit le type d'étudiant, qu'il existe deux types d'étudiants, les capistes et les cerclars. Okay. Et ensuite, imaginons que notre deuxième variable dépendante soit la pils choisie pendant les sorties. Okay. Donc par exemple, on va dire qu'il y a le choix entre deux bières, la Cristal et la Carapils. Ouais. Eh bien, par exemple, une case de notre tableau de contingence, ce serait le nombre de capistes qui choisissent la Cristal. Okay. Ici, par exemple, sur nos 13 observations, on a deux capistes qui choisissent de consommer une Cristal. D'accord? Tandis qu'on a 4 qui choisissent de consommer une Carapils. On a 5 cerclars qui choisissent de consommer de la Cristal et 2 cerclars qui choisissent de consommer de la Carapils. Okay, ici, on a simplement les totaux des lignes et les totaux des colonnes. Donc, en quoi consiste finalement notre test qui carré sur ce tableau de contingence? Eh bien, on va simplement comparer les effectifs observés. D'accord? Dans un cycle de test, c'est ce XIJ, les effectifs observés dans chaque case. Et on va les comparer à une certaine valeur qui serait la valeur qu'on devrait théoriquement observer si nos deux variables sont indépendantes, s'il n'existe pas de lien entre le fait d'être un capiste ou un cerclar et le choix de la bière fait, d'accord, en soirée. Donc, on va simplement comparer cet effectif à cet effectif théorique que l'on devrait avoir si les deux variables sont indépendantes. Donc, cet effectif théorique, c'est XI fois XI divisé en N simplement. On prend le nombre total de personnes qui choisissent la Cristal, le nombre total de personnes qui sont capistes, on multiplie les deux ensemble et on divise par le nombre d'observations pour obtenir l'effectif théorique qu'on devrait avoir ici s'il n'existait pas de lien entre les deux variables. D'accord? Donc on fait ça pour chaque case et on somme pour les lignes et les colonnes. Et on sait en fait que ces statistiques de test, elles convergent en loi vers une qui-carré, vers une distribution qui-carré de paramètres R-1, S-1. Donc R, c'est le nombre de lignes, S, c'est le nombre de colonnes. Okay, finalement, le nombre de catégories qu'on a à l'intérieur de chaque variable qualitative. Et donc, vous sentez venir un petit peu le souci, comme ça converge en loi, ça signifie qu'on ne peut utiliser évidemment ces statistiques de test qu'avec des échantillons suffisamment importants, d'accord? Donc ça signifie que finalement ça ne sera, bon, outre le fait qu'on ne contrôle pas pour toute une série de facteurs, ici on ne fait que regarder les choses de manière extrêmement générale, ok, s'il existe un lien entre les deux variables, on ne pourra véritablement vérifier cela en utilisant les quantiles de notre loi qui carré qu'à partir d'un nombre assez important d'observations et on ne sait pas trop exactement dire à partir de combien d'observations on peut se permettre de le faire. D'accord, ici, typiquement avec 13 observations, a priori ce ne serait probablement pas très... avec aussi peu d'observations, ce ne serait probablement pas très fiable comme test. Maintenant, en économie, on a de la chance, on a souvent des bases de données beaucoup plus importantes, donc ça peut déjà être une première manière de voir s'il existe un lien général entre nos variables. Place à un petit peu de pratique. Donc, pour commencer, nous allons importer les données.
D'accord, donc ici on utilise la base de données ESS, European Social Survey. C'est une base de données qui contient des informations sur sur un échantillon assez important de citoyens européens, de différents pays européens, et pour lesquels on a pris en fait un très très grand nombre de mesures, d'informations, très différentes variables. Donc on peut utiliser la commande describe pour un peu voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre base de données. Donc on voit qu'il y a des informations sur ce que les gens trouvent important, sur leur père, leur mère, sur leurs occupations, sur leurs activités, même sur leurs convictions religieuses, sur leurs choix politiques surtout, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Le parti pour lequel ils ont voté aux dernières élections nationales, d'accord? Donc c'est une base de données vraiment multidimensionnelle, hein. Vous pouvez travailler sur des tas de sujets avec ça. Maintenant, bon, le petit problème, c'est qu'évidemment, ils n'ont pas réussi à faire une sélection, forcément, hein. C'est presque impossible de faire ça. Ils n'ont pas réussi à faire une sélection parfaitement aléatoire des individus. C'est pour ça d'ailleurs, je pense, ils proposent aussi de faire une certaine pondération de données. J'imagine qu'ils proposent ça pour parvenir à reconstruire une sorte de représentativité de la population. Parce qu'ici on a un échantillon a priori qui n'est pas très représentatif de la population, mais soit, nous on va faire comme si on n'avait pas de souci, on va prendre les données brutes comme ça, et on va travailler avec, on n'est pas dans une optique de recherche ici. Donc voilà, on va garder uniquement les données belges, d'accord, on va prendre les citoyens de Belgique, on voit qu'il y en a en tout 1767 citoyens belges dans notre base de données. Donc, nous allons nous intéresser à une variable en particulier, c'est la variable PRTVTDBE. Donc, c'est simplement la variable choix aux dernières élections fédérales du parti, pour qui l'individu a voté. Vous allez voir qu'on va perdre en un coup une série d'informations parce que beaucoup de gens n'ont pas accepté de révéler finalement cette information. Donc, pour avoir une information sur une variable qualitative, on peut directement utiliser la commande tabuler plutôt que summarize, ça nous donnera beaucoup plus d'informations en une fois. Ça nous permet déjà de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre échantillon pour cette variable qualitative. Donc c'est une variable qualitative à plusieurs modalités, d'accord. On voit qu'il y a plusieurs possibilités. On remarque tout de suite, un léger problème, mais on va faire comme s'il n'était pas là. C'est que dans l'échantillon, évidemment, les gens ne sont pas divisés en fonction des circonscriptions électorales, d'accord. Donc ici, on fait comme s'il n'y avait qu'une seule circonscription et que tous les choix étaient possibles. Donc, comme s'il était possible pour un Flamand de voter MR et pour un Wallon de voter SPA, par exemple. Bon, on sait que dans les faits, ce n'est pas comme ça. Et ça va poser un souci parce qu'on va précisément essayer de modéliser le choix fait par les individus. Et bon, cette modélisation du choix, évidemment, implique une connaissance, implique évidemment qu'il puisse avoir le choix entre toutes les catégories de la variable. Et ici, ce n'est pas le cas et ça modifiera donc, ça devrait normalement modifier la manière dont on modélise le choix. Ici, on va fermer les yeux, on va faire comme si tout le monde avait la possibilité de voter pour tous ces partis, d'accord? Donc, ici, on a déjà une petite information, on voit un petit peu, les pourcentages au sein de notre échantillon au niveau des différents choix. Donc typiquement ici on a le pourcentage de personnes qui ont voté CDNV, c'est 15,12%, c'est ce qui nous était demandé dans la question 1, c'est 168 personnes dans notre échantillon. On voit du coup qu'on perd quand même un sacré paquet d'informations, on n'a plus que 1111 observations qui nous ont renseigné sur les choix politiques, d'accord. Donc voilà, nous avons cette information, on voit déjà un petit peu ce qui se passe au niveau de cette variable reprenant plusieurs modalités. Donc un truc qui pourra souvent nous intéresser spécialement en sciences humaines, c'est le lien qu'il peut exister entre deux variables qualitatives et notamment deux variables qualitatives qui peuvent avoir plus de deux modalités, d'accord. Ici, pour commencer dans la question 2, on s'intéresse finalement au niveau d'éducation de nos individus. C'est la variable ESCADE, d'accord. Cette variable ESCADE, elle reprend donc une catégorie de gens qui ont le master, de gens qui ont le bachelier, de gens qui ont leur diplôme de secondaire supérieur, de secondaire inférieur, de gens qui ont un diplôme de l'enseignement vocationnel, un diplôme
des personnes qui n'ont même pas le diplôme de secondaire inférieur, d'accord. Donc une chose qu'on peut avoir, on peut construire notre fameux tableau de contingence dont on a parlé tout à l'heure entre deux variables qualitatives et simplement utiliser la commande tabulate, ok, comme précédemment, et ce coup-ci de mettre les noms des deux variables qui nous intéressent ici, d'accord, et nous pouvons avoir un tableau de contingence. Si on veut mener le test qui carré dont on parlait, il faut ajouter après la virgule, après tabulate, qui carré, d'accord, qui 2. Et de cette manière, on demande à Satan en fait de nous computer la statistique de test adéquate. Donc, on s'exécute. Et on voit effectivement qu'on a notre tableau de contingence. Okay, on voit qu'il y a 17 personnes qui ont voté CDNV et qui n'ont même pas de diplôme de secondaire inférieur, d'accord. Donc ici, oui, c'est juste... bon, je pense que si on avait inversé deux variables, on aurait pu avoir un entier ici. Ici, pour gagner de l'espace, il n'a pas mis le niveau qui suit dans l'intitulé de la catégorie, d'accord. Mais ici, c'est les secondaires inférieurs. Voilà, ici on a déjà certaines informations et on marque que la statistique de test qui carré, d'accord, donc qui se fait grâce à la somme des différences au carré des effectifs observés ici à l'intérieur des cases par rapport à leurs effectifs théoriques si les deux variables sont indépendantes. Okay, on voit que cette statistique est quand même assez importante et que la p-valeur sur base des quantiles de notre qui carré est extrêmement faible, d'accord. Enfin, sur base de la distribution qui carré, pardon, est extrêmement faible, d'accord. Donc, ici, clairement, on rejette l'hypothèse nulle d'indépendance entre les deux variables. Il y a clairement quelque chose qui se passe. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, ok. Ici, ça nous donne finalement qu'une information très générale. On voit qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'arrière. C'est déjà un bon point de départ pour commencer notre analyse, mais nous allons, enfin, évidemment, il serait intéressant d'aller un petit peu plus loin que ça, d'accord? C'est ce que nous allons faire dans la question 2. Maintenant, pour d'abord passer à la question 3, on peut aussi s'intéresser simplement au lien entre une variable qualitative avec différentes modalités, différentes catégories, et une variable, au contraire, continue, d'accord. Ici, on va s'intéresser à Newspoll. Donc Newspoll, c'est simplement, le temps consacré en minutes à l'actualité politique, que ce soit la lecture de journaux, des émissions de politique, ce genre de choses, d'accord. Et ici, on peut utiliser, donc on utilise la commande bySort et qu'on met une variable qualitative avec différentes catégories, ok. On demande finalement d'exécuter la commande qui va suivre, ici demander les statistiques descriptives de notre variable Newspoll pour chaque catégorie bySort de notre variable PTR, TV, DBE. D'accord. Donc pour chaque choix politique, on veut regarder quelle est la moyenne, l'écart type, le minimum et le maximum du temps consacré aux nouvelles politiques. Finalement. Donc on va exécuter ça. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Donc ici, on a déjà les différentes moyennes pour chaque groupe, d'accord. On voit par exemple typiquement, apparemment que les personnes qui votent CNV en moyenne, ils passent plus de temps à s'intéresser à la politique que les personnes par exemple qui votent Groen ou qui votent NVA, d'accord. Maintenant, on ne sait pas encore trop dire si ces différences sont significatives, ok. Donc, quel est le moyen finalement de regarder si les différences sont significatives? Eh bien, on va utiliser un test que vous avez étudié en Stat 1, il me semble. C'est pourquoi je n'ai pas fait de rappel dessus. Cependant, si vous n'avez pas vu ce test, bon, déjà, vous pourrez très facilement retrouver des informations dans le Wackerly que vous avez sans doute tous. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez éventuellement m'envoyer un message et je vous donnerai les explications là-dessus. Mais donc on peut mener un test ANOVA de comparaison des moyennes des différentes catégories, d'accord. Donc le test ANOVA finalement c'est un test dont l'hypothèse nulle, on se souvient, serait dans notre cas ici la moyenne de notre variable pour la NVA est égale à la moyenne du CDNV qui est égale à la moyenne de notre variable Newspoll, ok. Donc c'est un test global sur toutes les catégories selon lequel toutes ces moyennes sont égales. C'est ça notre hypothèse nulle, d'accord. Donc on fait l'ANOVA en utilisant la commande OneWay. On met d'abord notre variable
on met les deux variables qui nous intéressent, donc c'est la variable newspoll, notre variable continue, et notre variable catégorielle PRTVTDBE, d'accord. Si on veut plus d'informations que juste à ces cycles de test, on peut rajouter après la virgule tab et Bonferroni. Donc Bonferroni, c'est si vous voulez tester les différences individuellement entre chaque groupe. C'est un petit peu comme des petits tests individuels entre chaque groupe, à la différence que, vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez une variable à plusieurs catégories comme ça, ce n'est pas très honnête de faire des statistiques de tests t-test, ok, entre deux de ces catégories choisies un petit peu arbitrairement, ok. Parce que là, vous trouverez toujours un petit peu le moyen alors de trouver des différences significatives. Donc Bonferroni, c'est simplement un équivalent, mais en prenant en compte qu'il y a de multiples possibilités, d'accord. Donc voilà, vous pouvez l'ajouter après la virgule. Ça vous fera malheureusement ici, comme on a beaucoup de catégories, beaucoup d'informations d'une fois. Donc ici, vous voyez tous les tests, vous voyez ici toutes les différences de moyenne. C'est ce que nous donne la commande Bonferroni. C'est vraiment toutes ces différences ici. Ce qui nous intéresse, nous, plus précisément, donc ici, voilà, c'est ce que nous donne tab. C'est finalement les différentes moyennes. Donc c'est plus intéressant finalement que de faire by sort et min, d'ajouter tab après, parce qu'alors on a directement toutes les informations qui nous intéressent finalement, qui ressortent en un tableau qui est directement beaucoup plus clair. Et en dessous nous avons la statistique de test qui est ici, ok, ce qui est basé sur finalement les différences entre les groupes. Et on remarque que la statistique de test donc, est quand même mine de rien assez faible. On a une p-valeur qui est de 5,94%. Donc ici, au seuil de 5%, typiquement, on ne pourrait pas rejeter notre hypothèse nulle selon laquelle toutes les moyennes sont équivalentes, d'accord. En fait, on a finalement beaucoup de variance, on remarque, à l'intérieur de... la variance est extrêmement importante à l'intérieur de nos groupes. Et donc, c'est... bon, déjà, le fait que la variance ne soit pas équivalente entre les groupes, c'est déjà un problème pour l'ANOVA, comme vous le savez sans doute. Bon, vous savez aussi qu'en principe, il faut également que nos observations suivent une loi normale pour mener un ANOVA ou des t-tests. Donc, les différentes variables doivent suivre également une loi normale. Donc, c'est pour ça que généralement, les t-tests et les ANOVA, en fait, on les utilise assez peu en économie. Parce que bon, ce sont quand même des hypothèses extrêmement exigeantes que la variance soit la même entre les groupes, qu'elles suivent une loi normale. Ça, à la rigueur, avec beaucoup d'observations, on peut utiliser le théorème central limite. Mais bon, voilà, c'est quand même pas forcément deux hypothèses qui sont très très simples. À ce niveau-là, on préférera généralement plutôt faire des régressions où on ne dépend pas de la normalité de nos variables, d'accord, où on dépendra juste de la normalité de nos résidus. Donc voilà, donc ici a priori on ne rejette pas l'hypothèse nulle à 5%, et donc généralement quand on ne rejette pas l'hypothèse nulle pour un test aussi gros sur toutes les moyennes, mais vous vous doutez bien que pour les tests individuels, on ne rejettera pas non plus la plupart du temps. Donc ici, vous voyez à chaque fois les différences entre les gens qui votent pour un parti et pour un autre parti, ok, dans ce tableau, dans cette matrice, finalement, et vous verrez en dessous la p-valeur qui est à chaque fois extrêmement proche de 1, même... Donc au final, ici à chaque fois on ne pourra pas rejeter, l'hypothèse nulle d'absence de différence entre les deux, d'accord. Donc ici, sur base de ce premier aperçu, il semblerait qu'il n'y ait pas véritablement de grandes différences de temps consacré aux nouvelles politiques, d'intérêt pour la politique. En fonction des choix de vote, d'accord, sans pas avoir vraiment de lien entre nos variables, ou alors ce lien, on n'est pas capable de le détecter, d'accord. Voilà, donc là, c'est de tests évidemment qui sont extrêmement généraux, on n'a pas contrôlé pour toute une série de facteurs. Donc, je vous avais dit que normalement, il faut que nos variables suivent une loi normale pour pouvoir se permettre de faire des petits tests, de pouvoir se permettre de faire des tests ANOVA. Donc, vous pouvez faire simplement les histogrammes de votre variable qui vous intéresse par toutes les modalités de notre variable qualitative, et vous rajoutez la densité de kernel que vous comparez à la loi normale avec les paramètres de notre échantillon, d'accord. Ça va prendre un petit peu de temps normalement.
Voilà. Et donc ici, vous voyez que vous pouvez un petit peu regarder déjà si, a priori, on dirait qu'on a une... si on a bien effectivement une loi normale ou non. D'accord. Donc ici, a priori, à chaque fois, on dirait qu'on a des distributions qui sont poussées vraiment à l'extrême. Vous voyez qu'on a beaucoup de valeurs vraiment extrêmes ici qui vraiment aplatissent notre loi normale. Donc a priori ici, c'est un petit peu difficile à dire si on peut considérer qu'on peut utiliser l'ANOVA. Voilà. Donc c'est tout pour la question 1. Nous allons maintenant passer à ce qui nous intéresse, finalement, le modèle logit multinomial. Donc c'est un modèle qui est assez complexe, d'accord, qui est aussi assez intéressant. Enfin, c'est le moyen finalement vraiment d'intégrer comme variable dépendante une variable qualitative avec plusieurs modalités. En fait, c'est vraiment extra. Enfin, si on en réfléchit, nous, on est toujours axé sur, vous savez, tout ce qui est théorie du consommateur. Donc finalement, le choix, hein, quand on parle d'utilité, de préférence, ce sont des choix entre plusieurs alternatives. Et ici, on a un modèle précisément axé sur ces choix. Ok, où notre variable dépendante, c'est finalement le choix fait par l'individu. Et enfin voilà, par exemple d'un produit ou d'un parti politique. Donc c'est finalement quelque chose qui devrait en tout cas nous enthousiasmer pas mal. Après le souci c'est que c'est aussi assez complexe, donc il y a vraiment un mathématicien, McFadden, qui a beaucoup travaillé sur ce genre de modélisation, ok, qui actuellement, enfin c'est vraiment pas possible de ne pas citer cet homme sur ce qu'on fait, quoi. J'ai eu l'occasion une fois de travailler sur les migrations par exemple. Même pour le choix d'immigration, j'ai dû citer McFadden, c'est vous dire jusqu'à à quel point à quel point à quel point il a fait avancer finalement notre discipline avec ses modélisations. C'est qu'il n'y a plus vraiment moyen de se passer de lui, j'ai l'impression, pour tout ce qui concerne le choix. Et le choix, en fait, c'est vraiment fondamental en économie. Si vous vous souvenez de vos cours de microéconomie, c'est vraiment ça ce qui nous intéresse vraiment à la base, quoi. Enfin, il y a aussi l'optique de production, mais c'est vraiment ces choix du consommateur. Et quand on parle d'utilité, quand on parle de préférence, c'est vraiment axé là-dessus, d'accord. Donc ici, on a un moyen de modéliser ça par un modèle logit multinomial. Après, bon, c'est un modèle, on va revenir là-dessus, qui a évidemment certaines faiblesses, d'accord. Ce n'est pas un modèle parfait. Forcément, quelque chose aussi complexe que les choix, c'est pas forcément quelque chose d'évident à modéliser. Mais donc nous avons une première piste pour travailler sur quelque chose d'aussi complexe, et on va pouvoir donc travailler concrètement sur le lien entre notre variable qualitative dépendante d'intérêt, le choix de vote, et autant d'autres variables qualitatives comme le niveau d'éducation, que des variables continues ou binaires sur lesquelles on pourrait s'intéresser, d'accord, sur finalement leur influence sur le choix des individus. Donc, pour cette question 2, nous allons aborder le modèle logit multinomial. C'est un modèle que nous allons rapidement survoler théoriquement. Donc ici, nous réutilisons donc cette base de données et on va estimer un modèle logit multinomial pour modéliser finalement le choix fait par les électeurs en Belgique. On va utiliser comme variable dépendante le choix de vote et pour variable indépendante le nombre de minutes passées à écouter ou lire des nouvelles liées à la politique, c'est la variable newspoll, l'âge de l'individu, AGA. Les personnes ayant un diplôme de niveau master auront-elles finalement tendance à voter pour le Parti libéral, davantage voter pour le Parti libéral par rapport au Parti socialiste en ayant contrôlé pour cette caractéristique et par rapport à une catégorie de référence. Nous allons voir ça ensemble. Ensuite, nous verrons si le niveau d'études a un impact dans le choix de vote pour le MR plutôt que le PS en général en menant un test joint adéquat. On va ensuite mesurer quelle est la probabilité moyenne estimée de voter pour le Parti libéral sur base de notre modèle et on va donner la probabilité correspondante à chaque sexe, à chaque modalité de notre variable gender et à chaque catégorie de diplôme, à chaque modalité de notre variable ACED. Okay. Enfin,
on va s'attaquer aux effets partiels et on va les mesurer pour le niveau d'éducation, le sexe et aussi News Poll en fait, ces effets partiels finalement de nos variables sur la probabilité de voter MR. Ok, on va s'attaquer à tout ça, mais d'abord nous allons faire un bref rappel, je pense que vous ne l'aurez pas vu au moment où nous allons passer cette vidéo, donc on va plutôt faire une petite introduction théorique du modèle logit multinomial. Donc ça ressemble à ceci, finalement ce n'est qu'une généralisation de notre modèle logit initial avec une variable binaire, hein, sauf qu'ici on a plusieurs alternatives possibles. Donc finalement c'est un modèle dans lequel la probabilité, donc notre variable y c'est notre variable dépendante qualitative d'intérêt avec plusieurs modalités, ok. La probabilité que notre individu I choisisse l'alternative J, qui fait partie des différentes alternatives possibles conditionnellement à X, ces caractéristiques, donc ici ce sont des XI, ok, ce sont les caractéristiques de l'individu. Il est possible on va dire, d'adapter le modèle de sorte à pouvoir aussi avoir des variables qui sont propres à la fois à l'individu et à l'alternative, comme par exemple le prix de l'alternative pour l'individu. On ne verra pas dans ce cours comment faire ça, parce que le temps nous manque un peu et on est déjà mine de rien dans une matière qui est extrêmement avancée. Mais vous aurez, si ça vous intéresse, vous aurez l'occasion de trouver beaucoup de papiers là-dessus. Donc, on a cette probabilité de choisir X, de choisir l'alternative J conditionnellement aux caractéristiques individuelles, qui est égale donc toujours à notre fonction de répartition de la logistique. Ok, donc exponentielle d'une combinaison linéaire des caractéristiques individuelles fois des bêtas estimés propres à l'alternative J, ok, pour chaque variable, divisé finalement par la somme des exponentielles des combinaisons linéaires pour toutes les alternatives. D'accord? Donc, si on prend un exemple, on va reprendre l'exemple de McFadden où il y a 3 alternatives. Donc, dans le fameux papier de McFadden présentant ce modèle, il y a 3 possibilités. Vous pouvez soit choisir de prendre la voiture, soit de prendre un bus rouge, soit de prendre un bus bleu. D'accord? Bien, si on pouvait faire un modèle sur ces 3 alternatives, le modèle logit multinomial ressemblerait à ça, d'accord? La probabilité que notre individu prenne la voiture, on va dire que c'est l'alternative 1, ok, est égale finalement à l'exponentielle d'une combinaison linéaire des variables avec des bêtas qui sont propres pour cette équation y qui est égale à 1, d'accord, qui sont propres finalement à l'alternative 1, divisé par l'exponentielle de la somme des exponentielles pour toutes les alternatives, d'accord? Et donc on a finalement ici on n'a pas juste une équation dans notre modèle, on a un système d'équations, d'accord, avec plusieurs équations. Cependant ici on a un petit problème. Le modèle est dit non identifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on garde notre modèle tel qu'il est en ce moment, là, ouais, eh bien en fait il y a une multitude de possibilités pour la valeur de notre set d'estimateurs bêta, ouais, qui donnerait les mêmes probabilités. Donc en fait, vu qu'on n'a pas une solution unique, si on demandait à Stata d'estimer un tel modèle, par exemple, il ferait une infinité d'itérations. Ok, il y aurait toujours d'autres estimateurs possibles. Il n'y aurait pas une seule possibilité pour la valeur des estimateurs. Donc c'est assez embêtant. On ne sait pas estimer un modèle pour lequel il y a plusieurs possibilités. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait pour identifier notre modèle, pour avoir un modèle identifié? On va arbitrairement choisir une alternative, l'alternative A, parmi l'ensemble des alternatives possibles, et on va normaliser arbitrairement les estimateurs à 0. On va dire que tous les estimateurs, donc tous les coefficients bêta propres à l'alternative A, okay, sont égaux à 0. D'accord? Donc cela pour implication que notre modèle change un petit peu, d'accord? Désormais, la probabilité que notre individu choisisse J conditionnellement à ces caractéristiques sera toujours égale évidemment à l'exponentielle de la combinaison linéaire xi fois bêta j, divisé, donc toujours finalement la somme des exponentielles pour toutes les alternatives, d'accord, avec les bêta correspondant, les sets de bêta correspondant à toutes les alternatives, sauf que forcément, vu qu'on a imposé bêta a égale à 0, donc tous les estimateurs sont égaux à 0,
mais forcément, on aura E exposant xi fois bêta A, donc E exposant 0 pour l'alternative A. Donc forcément, on aura ici 1 plus, la somme de toutes nos exponentielles. D'accord? Donc, grâce à ça, comme on a un set d'estimateurs en moins estimé, on peut en fait estimer les autres estimateurs en fait donneront un sens, un écart par rapport à cette norme de référence, cette alternative de référence qu'on a choisie, pour lesquelles on a imposé bêta A égale à 0. D'accord? Donc, vous allez vite voir dans quel sens c'est un écart. Donc, si on prend cette expression, ok, donc maintenant qu'on a imposé bêta est égal à 0, on peut trouver une solution unique qui maximise la log vraisemblance. D'accord? Bon, il peut quand même avoir quelques problèmes sur Stata. Si vous ajoutez parfois certaines variables à problème, vous pouvez avoir un cas où le modèle n'est pas identifié. Et dans ce cas, vous le verrez très vite, Stata fera une infinité d'itérations. Okay, ça pourrait vous arriver lorsque vous serez amené à travailler sur votre présentation pour l'examen. Donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est simplement d'à chaque fois retirer une à une les variables de votre modèle, rajouter une à une les variables de votre modèle jusqu'à voir la variable qui pose problème. Ok, donc ici, donc notre modèle a désormais cette forme-ci. Et qu'est-ce que cela implique d'avoir finalement normalisé une alternative A, ok, d'avoir pris comme référence une alternative A. Eh bien, d'une certaine manière, désormais, comment est-ce qu'on va interpréter nos bêta J? Et nos bêta J, on ne peut plus véritablement les interpréter comme dans le cadre du modèle Logit qu'on avait fait, vu qu'il y a plusieurs alternatives. En ce sens qu'en fait, avant, il y avait deux alternatives, donc c'était assez simple. Si jamais ce bêta J augmentait, mais on savait que ça avait un effet positif sur la probabilité de choisir l'alternative J. Dans le cadre d'un modèle multinomial, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que si une caractéristique augmente la probabilité d'une alternative, ça veut mécaniquement dire que ça diminue potentiellement la probabilité de toutes les autres alternatives. Okay, donc, pour y voir plus clair, voir un petit peu mathématiquement comment s'interprète ce bêta J, il suffit simplement de diviser notre probabilité YI qui est égale à J ici par la probabilité que YI soit égal à A, donc la probabilité selon laquelle notre individu prenne l'alternative de référence A, okay, celle qu'on a normalisée, bêta A égale à 0. Donc on sait très bien que la probabilité que YI soit égal à A sera égale à 1 divisé en ceci, ok, vu qu'ici ce sera E exposant 0. Alors, ouais. Donc, si vous divisez la probabilité que YI soit égal à J divisé en la probabilité que YI soit égal à A, c'est comme si vous multipliez cette expression par la valeur du dénominateur, ok. Finalement, vous vous retrouvez simplement avec E exponentielle XI fois bêta J. D'accord? Donc, ici, c'est un ratio, d'accord? Donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est que si bêta JV, donc le bêta lié à l'alternative J de la variable V est supérieur à 0, ça signifie qu'une augmentation dans cette variable V, okay, augmente la probabilité de choisir J plutôt que A. D'accord? Donc, c'est très important, ce plutôt que A, ici. Donc, mathématiquement, vous voyez qu'en fait, cette expression est liée à ce ratio. Ouais. Donc, si bêta J augmente ici, ça signifie... et donc, si ce bêta J pardon, est positif et que la variable qui lui est liée augmente, eh bien, ce ratio va augmenter. Cependant, ce ratio, c'est la probabilité que YI soit égal à J divisé en la probabilité de YI qui est égal à A. Et donc il y a deux choses qui peuvent faire, qui font que ce ratio augmente finalement. Soit la probabilité que YI soit égal à J augmente, soit la probabilité que YI soit égal à A diminue. Donc notre bêta J pourrait, dans la plupart des cas, il ira dans le même sens que l'effet partiel de notre variable. Donc dans la plupart du temps, quand il augmentera, effectivement la probabilité que YI soit égal à J augmentera.
Cependant, on pourrait se retrouver dans un cas un peu particulier où, par exemple, en réalité, avec l'augmentation d'une de nos variables, la probabilité de que yi soit égal à j diminue. Mais en fait, la probabilité de yi égale à a diminue énormément. Okay, et dans ce cas, en fait, on aura quand même un bêta j positif parce qu'au final, ce ratio va augmenter. D'accord? Donc, concrètement, d'où ça vient un petit peu cela, c'est simplement que même si notre bêta en fait rend l'option G, on va dire, moins attrayante, par exemple pour un consommateur, ok, si une caractéristique augmente et que ceci devient moins attrayant, mais ceci beaucoup moins attrayant, mais forcément il y aura une plus grande probabilité que vous choisissiez cette alternative si J que l'alternative A. D'accord? C'est pourquoi on interprète finalement nos estimateurs du modèle logique multinomial de cette manière. Une augmentation de notre variable augmente la probabilité de choisir J plutôt que A. Mais ça ne veut évidemment en rien, ça ne veut pas forcément dire que une augmentation de notre variable augmente en général la probabilité de choisir J. D'accord? C'est très important de bien garder ça en tête. Et donc évidemment, en fonction de l'alternative de référence, ces bêta J et leur interprétation vont évidemment changer. D'accord? Voilà, donc ce qui va nous intéresser un petit peu plus loin, ça peut déjà être assez intéressant de calculer les effets sur la probabilité de choisir une alternative plutôt qu'une autre. Spécialement, on va le voir pour une dimension politique. Hein. Si on veut regarder un petit peu à quels électeurs, quel type d'électeurs, à quelle partie des voix peuvent être volées d'une certaine manière via certaines caractéristiques. On peut aussi sinon retrouver l'effet partiel d'un régresseur sur la probabilité de sélection d'une alternative directement grâce à ce modèle. Donc on peut le voir, il suffit simplement de dériver la probabilité qu'on a initialement montrée dans le premier slide de l'annexe 2 par rapport à notre variable. Donc c'est cette expression-ci, hein, par la formule des dérivés, que vous pouvez réduire finalement en utilisant la formule de ce PIJ à une combinaison de cette probabilité. D'accord? Et donc ici on voit évidemment l'effet directement des estimateurs pour l'alternative en question. Ok? L'alternative J dont il est question, qui effectivement donc il y a clairement un effet, de ceci. Mais on voit également aussi toute cette partie-là qui sont finalement les effets qui viennent de toutes les autres équations en fait, que celles qu'on a estimées pour l'alternative J. Okay, dans le sens en fait où toutes les probabilités, la somme des probabilités de toutes les alternatives, du choix de toutes les alternatives, forcément elle est égale à 1, okay, elle est égale à 100%. Et donc simplement si vous avez une variable qui augmente et qui en augmentant provoque une augmentation de la probabilité de choisir un choix particulier, par exemple, je ne sais pas, augmente de 10 points de pourcentage la probabilité que vous preniez la voiture. Ouais. Mais forcément, ça signifie que vous avez une diminution de 10 points de pourcentage ailleurs, partiellement dans la probabilité de prendre le bus bleu, partiellement dans la probabilité de prendre le bus rouge, par exemple. Ok ? Donc, en fait, c'est cet effet-là qu'il faut prendre en compte aussi dans les autres équations pour calculer finalement l'effet partiel final, calculer finalement l'effet général de notre variable, okay, sur cette probabilité, l'effet partiel. Donc, pour ça, il faut calculer, cette expression un petit peu barbare. Okay. C'est un petit peu complexe, hein, ça se fait sur base de toutes les équations, des estimateurs de toutes les équations. D'accord? Et donc, ça prendra souvent un peu de temps à stata pour pouvoir vous calculer ça. D'accord? Mais de cette manière, on peut obtenir une estimation de l'effet partiel. Donc, dans stata, on utilisera encore une fois la commande margins, qui est quand même très pratique et assez bien fichue à ce niveau-là, pour calculer cet effet partiel. Et cet effet partiel, en fait, ce qui est pas mal, c'est que lui, il ne changera pas en fonction de la catégorie de référence que vous prendrez. Et même si les bêtas de votre catégorie de référence bêta A
ont été normalisés à 0, ouais, vous pourrez quand même calculer un effet partiel pour cette alternative A à travers les autres équations. D'accord? Voilà, donc ça c'est clairement le côté intéressant de notre modèle login multinomial, c'est qu'il permet finalement de modéliser quelque chose aussi complexe que le choix fait sur plusieurs variétés, sur plusieurs possibilités, sur plusieurs partis politiques dans le cadre de notre exercice. Ouais. Bon, ça, en réalité, là, il n'est pas aussi magique que ça. Il a une grande faiblesse connue sous le nom de Red Blue Boost Problem. Donc on en parlera un petit peu plus tard dans le TP, après avoir fait les exercices. En attendant, on va passer à la pratique. Retour sur Stata. Nous allons ici donc, nous intéresser finalement à ce modèle logit multinomial. On va concrètement estimer le modèle à l'aide de notre base de données. Donc, avant toute chose, prenons quand même des infos sur les variables qui nous intéressent, d'accord? Par exemple, le genre, le sexe finalement de nos individus, d'accord? Donc on peut utiliser label list pour voir un petit peu pour une variable catégorielle quels sont les chiffres qui sont associés aux différentes catégories. Donc on voit ici qu'on a 1 pour si l'individu est un homme et 2 si l'individu est une femme. Ok, donc il faut en être un petit peu conscient qu'avec ce genre de variable, évidemment, il va falloir préciser qu'il s'agit d'une variable catégorielle, ok, pour que Stata transcrive ça dans une variable binaire 0,1, si vous voulez, en quelque sorte. Parce que sinon, Stata risque de voir la variable comme une variable qui prend les valeurs 1 et 2, d'accord? Il faut être un petit peu attentif à ça. Donc, on peut évidemment à nouveau voir un petit peu les informations sur les autres variables qu'on utilise, les différentes modalités de la variable qualitative dépendante d'intérêt, d'accord? On peut voir ici également qu'on a différents chiffres qui sont attribués aux différentes alternatives, d'accord? Les deux parties auxquelles on va le plus s'intéresser, vu que la majorité d'entre nous sommes francophones, seront le MR et le PS, d'accord? Donc c'est un peu les deux gros partis du Sud finalement. Je pense que c'est un petit peu intéressant de dire un petit peu quel genre de guéguerre politique ils se font un petit peu à deux. Ok. Donc, on va plutôt s'intéresser à ces deux parties-là. On va donc prendre le PS comme base. Vous vous souvenez qu'on a besoin d'une modalité de référence. Ici, on va prendre le PS. Ça aurait pu être un autre parti. Voilà. J'ai pris le PS juste parce que c'était le plus grand parti. Ok. Donc, pour préciser la base, si jamais vous ne le mettez pas, je pense que Stata prend le premier, Groon par principe, ou alors il prend peut-être le choix le plus fait comme référence. Je ne suis plus certain. Enfin, en tous les cas, ça n'a pas vraiment une importance fondamentale, sauf si vous vous intéressez évidemment, si vous intéressez à l'interprétation des coefficients et que vous voulez vraiment le faire spécifiquement vis-à-vis d'une référence qui vous intéresse, d'accord? Mais sinon, de manière générale, la référence qu'on prend n'est pas extrêmement importante. Donc ici, on va normaliser les estimateurs à 0 pour l'équation liée au PS, ok? Donc, on utilise la commande mlogit pour estimer un modèle logit multinomial. On commence évidemment avec la variable dépendante, ok. Et ensuite, si nous mettons donc les variables indépendantes, et si nous avons des variables catégorielles, c'est typiquement le cas du genre et de diplôme, eh bien nous rajouterons un petit i suivi d'un point avant la variable. Et en fait, qu'est-ce que va faire Stata? Mais Stata, ce sera comme s'il régressera sur un ensemble de variables binaires correspondant à chaque catégorie, à l'exception évidemment de la référence, d'accord, qui sera généralement la première modalité de notre catégorie. Ok? Donc, on exécute ce code-là. Ça va prendre un petit temps, voilà. Et on a nos différents coefficients bêta qui sont estimés ici, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on interprète ces bêta? On en a déjà parlé. On va s'intéresser ici au MR. Donc, comment est-ce qu'on pourrait interpréter par exemple le coefficient lié à female, ok? Mais ici on voit qu'être une femme induit finalement une plus grande
une plus petite probabilité de voter MR plutôt que PS, d'accord? Ceteris paribus, toute autre variable étant maintenue constante, d'accord? On voit que ce résultat n'est pas très significatif, ok, à 10% ça l'est, mais à 5% ça ne l'est pas. On peut aussi, du coup, estimer ça pour Newspoll. On voit aussi qu'avoir un plus grand intérêt pour la politique semble également diminuer la probabilité de voter MR plutôt que PS. Maintenant, ce n'est pas significatif et ce n'est pas très très grand, a priori comme effet, même si c'est évidemment difficile d'interpréter la magnitude, mais ici, a priori, ça ne semble pas avoir un effet extrêmement conséquent. D'accord, on voit l'âge aussi, on voit que plus on est âgé, plus on aura tendance à voter au contraire MR plutôt que PS. Ceteris paribus, mais encore une fois, l'effet n'est pas significatif. D'accord. Ce qui est un petit peu plus intéressant maintenant, c'est comment interpréter les coefficients ici liés au diplôme, au type d'éducation finalement de la personne. Donc, en fait, ici, ce sont des variables binaires, donc c'est toujours par rapport à une catégorie de référence, d'accord? Donc, la catégorie de référence ici, celle qui n'est pas présente, c'est le fait de ne pas avoir de diplôme de secondaire inférieur, d'accord? De ne pas avoir de diplôme de ne pas avoir de diplôme finalement, en fait. Ok, peut-être, ou alors le diplôme de primaire, quoi. Mais voilà. Donc, c'est par rapport à cette catégorie que tout est calculé. Et donc, si on va interpréter, par exemple, mettons, voilà, cet estimateur-ci, ok, lié au fait d'avoir un bachelier, eh bien, on dira que le fait d'avoir un bachelier augmente la probabilité de voter MR plutôt que PS par rapport à une personne qui a un diplôme inférieur au diplôme de secondaire inférieur. D'accord? C'est comme ça ici que vous pouvez interpréter ces coefficients ici. Vous voyez que c'est significatif uniquement pour les diplômes de l'enseignement tertiaire. D'accord? Voilà, donc ça, c'est comme ça que vous pouvez interpréter ces différents coefficients. Okay, vous voyez qu'on a vraiment une équation qui a été estimée pour chaque variable qualitative d'intérêt, d'accord? Donc, pour la suite, on peut faire des tests si on veut. Je trouve que ça n'a pas toujours forcément beaucoup d'intérêt de le faire, mais voilà, on pourrait par exemple être intéressé par le fait que, par exemple, le fait d'avoir un diplôme, le niveau d'éducation de manière générale, mais ça peut être aussi pour une catégorie particulière, on peut vouloir tester finalement on peut regarder par exemple si, je ne sais pas, si le fait d'avoir un diplôme de bachelier, c'est la 6e entrée, si je me souviens bien. Je vais vite revérifier ça avant de le faire peut-être. Ouais, le fait d'avoir un master, oui c'est bien ça. Donc ça c'est le fait d'avoir un bachelier. On peut vouloir peut-être aller voir si cet effet, si l'effet sur la probabilité de voter MR par rapport plutôt que voter PS est le même pour tous les partis en fait. Okay, donc si la probabilité finalement, le fait d'avoir un diplôme de master, est-ce que ça a le même effet sur la probabilité de voter MR plutôt que PS que sur la probabilité de voter, je ne sais pas, CDH plutôt que PS par exemple, ok? Et donc ici on peut tester ça pour toutes les alternatives à la fois. Et du coup, on voit, si on veut voir si cet effet est le même pour tous les partis, eh bien on utilise simplement la commande test, ok, et il va faire Stata va faire un test en testant si tous ces coefficients sont égaux à 0, d'accord. C'est un test joint, et on voit ici qu'avec une p-valeur de 6%, mais typiquement avec un seuil de 10%, un seuil de 10% on rejettera, avec un seuil de 5% on ne rejettera pas l'hypothèse selon laquelle tous ces coefficients sont égaux à 0, d'accord. Donc finalement l'effet
l'effet d'avoir un diplôme de bachelier est la même pour toutes les probabilités de vote, pour toutes les alternatives par rapport à la probabilité de voter Parti Socialiste. D'accord? Donc c'est ça que vous pouvez faire. Ça n'a pas toujours forcément beaucoup d'intérêt de le faire, mais on peut typiquement voir si typiquement, de manière générale, le niveau d'éducation peut changer quelque chose sur ce ratio, donc sur cette cote. Finalement, ce ratio des probabilités. On peut donc tester pour l'ensemble des coefficients. Donc ici, vous voyez qu'il y a une contrainte qui a été droppée. En fait, c'est simplement celle de notre coefficient qui est égal à 0, qu'on a normalisé à 0, d'accord? Avec notre modèle logarithme multinomial. Donc ici, on peut le faire pour l'ensemble des coefficients. Et on voit que si on teste vraiment pour l'ensemble des coefficients, mais on voit quand même qu'inclure cette variable semble finalement quand même avoir du sens au sein de notre modèle. Ça apporte quand même une certaine forme d'information. D'accord, d'ajouter le niveau d'éducation de manière générale dans le modèle. Il y a des moments où ça aura bel et bien des effets différents sur la probabilité de voter pour certains partis par rapport au PS. D'accord, entre cette probabilité pour différents partis. Il y aura des effets qui sont différents sur l'odds en fait. D'accord. Donc voilà, on peut s'amuser aussi à tester si... donc ici... si vous voulez faire un test, mais que vous n'avez pas envie de faire un test sur toutes les alternatives, vous pouvez mettre entre crochets, juste avant d'avoir précisé la modalité, vous pouvez mettre entre crochets l'outcome, donc l'alternative. Donc 12, on se souvient que c'était... je ne me rappelle plus. Ouais, 12, c'était MR. Par exemple, ici, on cherche à tester si l'effet... d'être une femme, donc c'était l'alternative, c'était la modalité 2 de la variable gender. Si le fait d'être une femme a un impact sur la probabilité de voter MR plutôt que PS, donc la modalité 12, le MR, était équivalente à la probabilité de voter 14, c'est le PTB, a un effet similaire sur la probabilité de voter PTB plutôt que PS. Ok, si on veut tester ça, eh bien, on rajoutera simplement entre crochets à chaque fois les modalités de choix correspondantes, d'accord. Et ici, on peut tester si ces deux coefficients sont égaux, si l'effet d'être une femme est le même sur la probabilité de voter MR plutôt que PS que sur la probabilité de voter PTB plutôt que PS, d'accord. On voit ici que ce n'est pas le cas. On ne peut clairement pas rejeter notre hypothèse nulle avec une cécile de test extrêmement faible, d'accord. Donc, voilà, ça c'est tout pour les tests de significativité jointe. Souvent, je ne trouve pas qu'ils ont beaucoup de sens dans un modèle logarithme multinomial, mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire. Et en fonction, enfin voilà, ici, si vous avez peut-être des alternatives un petit peu plus particulières et que vous cherchez à mesurer voilà, ces différences d'effets sur les probabilités relatives, ben, ça peut peut-être être intéressant avec certaines bases de données. Ici, dans le cas des choix politiques, je ne pense pas que ça ait un énorme intérêt. Mais soit, je peux me tromper. Peut-être qu'il y a vraiment un sens très très fort à faire ça. Mais là, moi en tout cas, je vois difficilement une interprétation très intéressante sur le fait qu'être une femme, voilà, a vraiment un effet différent sur la probabilité de voter MR ou PTB plutôt que PS. Vu le nombre d'alternatives disponibles, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de faire un test là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est plus intéressant de directement s'intéresser à ce niveau, alors à l'effet partiel d'être une femme plutôt, ok, que nous allons voir un petit peu plus tard. Donc nous allons maintenant nous intéresser aux prédictions. Donc les prédictions, nous pouvons utiliser la commande predict, ok, nous mettons ensuite le nom de la variable. Si vous ajoutez if a sample, c'est que vous voulez en fait avoir ces prédictions uniquement pour les observations de l'échantillon, finalement, qui ont été utilisés dans le cadre de notre modèle, d'accord? Parce qu'on a en fait beaucoup d'observations pour lesquelles on n'a pas, les individus ne nous ont pas donné leur choix de vote, donc finalement des données manquantes. Si jamais on ne précise pas ce if a sample, ben en fait Stata va l'estimer pour tous les individus sur base de leurs caractéristiques, ok? Donc sait-on jamais que vous préfériez, enfin pour une raison ou pour une autre, vous ne vouliez prédire cela que pour les individus que vous avez utilisé pour construire votre modèle, mais vous pouvez toujours utiliser cette option, d'accord? Donc
par défaut, il vous fera PR automatiquement, mais donc si après la virgule vous mettez PR, vous allez prédire les probabilités. Si jamais vous mettez XB, eh bien, il vous donnera le niveau de la combinaison linéaire à l'intérieur de la fonction, hein, du bêta X, d'accord? Et ensuite, vous pouvez, si vous ne le précisez pas, il vous fera ça pour tous les outcomes. Ça peut prendre pas mal de temps à cet à tout calculer. Donc, si vous êtes intéressé par une alternative spécifique, ici le MR 12, ok, vous rajoutez outcome et entre parenthèses 12, ok, le numéro de l'alternative qui vous intéresse. Donc ici, on va prédire, on va faire les deux, hein. Oui, je l'ai déjà défini évidemment. J'imagine que là aussi, ouais. Donc voilà, on a prédit du coup la probabilité de voter MR pour chacun de nos individus sur base de leurs caractéristiques, ok. Et on peut voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on voit une petite différence forcément. Donc avant sur l'échantillon, on a une prédiction générale de probabilité du coup de voter MR qui est de 11,43%. Elle est de 10,8% avec l'ensemble de notre échantillon. Ok. Oui, donc ce qui pourrait nous intéresser aussi, plutôt que d'avoir une prédiction générale, c'est finalement une prédiction par catégorie. Ok. Donc, par exemple, quelle est la probabilité quand vous êtes une femme de voter MR, par exemple, ou quand vous êtes un homme de voter MR. Donc on pourrait simplement faire, regarder notre tableau de contingence pour déjà avoir une idée, mais on pourrait vouloir, ici c'est l'intérêt d'avoir fait un modèle finalement, avoir en un sens un tableau de contingence mais ajusté pour les caractéristiques des individus. Okay, on veut vraiment voir la probabilité pour une femme de voter MR par exemple, mais indépendamment de toutes ces autres caractéristiques. Okay, donc pour ça, on peut utiliser plusieurs astuces pour maintenir ces caractéristiques constantes en un sens et calculer cette prédiction. Mais il suffit peut-être simplement de prédire cette probabilité pour la femme moyenne. Okay, un petit peu comme on a fait au TP3, on n'a pas vraiment prédit de probabilité pour la femme moyenne, on aurait pu le faire. Donc on utilise la bonne vieille commande margins, mais ici on n'utilise pas dy, dx parce qu'on ne s'intéresse pas à l'effet marginal, on s'intéresse à la prédiction. Okay, donc la predictive margins. Finalement, pour la variable gender, okay, on précise @means quand on veut à la moyenne, et ensuite après on utilise la commande predict PR et on met l'outcome qui nous intéresse. Okay, on fait ça. Et donc pour la personne qui a ces caractéristiques, okay, on peut regarder du coup les probabilités prédites pour un homme et pour une femme de voter finalement MR. D'accord? Donc ici vous voyez qu'un homme, pour un homme, cette probabilité ajustée aux caractéristiques, okay, pour finalement l'homme moyen, en un sens, cette probabilité est de 13,7%, pour une femme moyenne, elle est de 11,60%. Ok, donc on peut faire la même chose pour le diplôme. On peut voir pour chaque niveau de diplôme, ce coup-ci, y compris les gens qui ont des secondaires, enfin qui n'ont pas, qui faisaient partie initialement de notre catégorie de référence. Ok. Et donc ici on voit, donc vous avez aussi, oui, j'avais oublié de le préciser, vous avez des statistiques de test pour voir si c'est significativement différent de 0, et très souvent ça le sera. Ok. Parce qu'ici on parle de probabilité prédite. Ok, donc ce sera souvent des valeurs beaucoup plus importantes que 0, enfin, sauf si vous avez vraiment beaucoup d'alternatives dans votre modèle. Donc voilà, ici vous voyez que cette probabilité conditionnelle en un sens, elle est de 8,5% pour quelqu'un qui a un diplôme plus bas que celui de secondaire inférieur. Okay. Elle est de 20,62% si vous avez un diplôme de master. D'accord? Voilà, donc ça évidemment c'est une méthode de la calculer par moyenne. C'est pas toujours apprécié par tous les chercheurs, même si au final les résultats sont assez similaires à la seconde méthode qui est souvent plus utilisée. Généralement ce que les gens préfèrent faire, ce que les chercheurs préfèrent faire pour calculer cette probabilité prédite, c'est qu'ils préfèrent faire, en un coup ils changent leurs données, ils font comme si tous les individus de l'échantillon étaient par exemple, je ne sais pas, une femme, ok?
ils mettent cette valeur pour cette variable female, par exemple, ils mettent la valeur 1 pour tout l'échantillon. Et en utilisant cette valeur 1 pour tout l'échantillon, ils prédisent, avec les caractéristiques de tous les individus, ils prédisent une probabilité grâce au modèle pour tous les individus, et puis ils font la moyenne de ces probabilités prédites, d'accord? Et ensuite, ils font pareil, ils font comme pour la variable male, ils font comme si tous les individus dans la base de données étaient des hommes, et ils recalculent une probabilité moyenne, ok, pour tous ces hommes, et ce faisant, ils obtiennent d'autres valeurs, des valeurs légèrement différentes pour la probabilité prédite, en fait. C'est une méthode qui est plus souvent utilisée, elle donne des résultats assez similaires. Donc, sur Stata, en fait, si vous ne précisez pas admins, par défaut, il vous la fera. D'accord, il utilisera cette méthode-ci. Pourquoi j'ai mis ça? Il utilisera cette méthode-ci, donc vous pouvez le refaire. Ça prend un petit peu plus de temps à calculer. Voilà, et vous aurez des nouvelles probabilités, pas très loin. Vous voyez que pour le niveau pour quelqu'un qui a le diplôme master, désormais cette probabilité ajustée prédite est de 19,5%. D'accord? On peut faire la même chose pour le sexe. Voilà, et on a 12% pour l'homme et 10% pour la femme, ok, dans cette probabilité prédite. Donc en fait, on obtient d'une certaine manière une sorte de tableau de contingence avec les fréquences, les fréquences, pardon, à chaque fois les pourcentages, les pourcentages, les probabilités, d'accord. Vous n'êtes pas spécialement obligé de le faire. Moi, j'aime bien toujours comparer du coup ces probabilités ajustées à mon tableau de contingence initial, par exemple entre le niveau d'instruction et le choix petit fait. Donc, si vous ajoutez la commande cell et nofrex, c'est juste pour nofrex, c'est pour éviter qu'il vous mette le nombre d'individus dans chaque case, et cell, c'est pour qu'il vous donne le pourcentage dans chaque case, d'accord. Donc, vous faites ça et vous voyez, vous avez le pourcentage dans chaque case, et vous pouvez comparer ça au pourcentage typiquement que vous avez eu ici. Voilà, donc par exemple ici vous voyez que pour quelqu'un qui a un diplôme inférieur, pour quelqu'un qui a un diplôme inférieur ici, on a une probabilité prédite de 8,22%. Et on voit que dans les faits, donc c'est cette catégorie-là, hein, c'est juste qu'ici, il n'a pas la place de le mettre en entier. On voit qu'ici, cette probabilité, sinon qu'on estime un petit peu brutalement sans modèle, elle est de 7,74%. Elle n'est pas ajustée, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ce que nous permet finalement ce modèle, c'est de nous donner ces prédictions de probabilité ajustée, d'accord. Ce qu'on peut faire, on peut utiliser la commande marginsplot. Donc je ne sais pas si c'est une commande rapide que Stata a mis en place pour pouvoir directement faire un graphique de ces valeurs, d'accord, si on veut pouvoir comparer les deux avec les intervalles de confiance. Ouais, donc ici, ouais, c'est parce qu'il y a Escape qui est un petit peu... Est-ce qu'on peut pas... Ok, donc il y a Escape. En fait, ici, il y a une valeur pour laquelle la valeur numérique est de 55. Je vais voir si je ne peux pas la virer. C'est pour ça que j'ai mis ça. Replace. C'est donc ce 55, en fait, c'est autre. Enfin, il y a un individu dans la base de données, je crois, qui a cette valeur-là. Donc c'est donc je vais juste la baquer. Ouais, je dois recalculer les marches d'abord. Voilà, c'est un petit peu plus propre. De toute façon, cet autre ne nous intéressait pas. Et donc ici, on peut directement un petit peu regarder
déjà si avec l'intervalle de confiance, si on atteint 0 ou pas. On peut regarder directement l'évolution un petit peu de cette probabilité prédite en fonction du niveau d'éducation. Donc ici c'est un petit peu dégueulasse, mais Stata est assez bien fichu à ce niveau-là. Vous pouvez directement éditer le graphe s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Ici on n'a pas spécialement besoin de toutes les catégories. Ok, ce sont des noms très longs, un petit peu inutilement longs. On peut aller, modifier ça. C'est dans ça, c'est dans. Je pense que c'est dans Caption. Pim pim pim. Non, c'est pas ça. Ou c'est dans mineur peut-être. Ah, label property, c'est ça je pense. Ne pas montrer les labels, voilà, c'est ça. Désolé. Je maîtrise pas encore, je maîtrise pas spécialement l'éditeur de graphes, parce que généralement pour faire des graphes j'utilise autre chose. En fait j'utilise plutôt R d'habitude pour tout ce qui est data visualization, mais bon, Stata est quand même assez bien fichu à ce niveau là parce que vous pouvez directement éditer et c'est relativement intuitif généralement avec ces options sur le côté pour bien on voit l'évolution et du coup vous avez directement évidemment un graphe qui est un petit peu plus propre. Dans mes souvenirs vous pouvez même directement modifier le texte en cliquant là quoi, si jamais vous voulez mettre d'autres titres, d'accord. Donc ici vous avez du coup un petit outil graphique un petit peu sympa avec la commande MarginsPlot, enfin qui vous permet rapidement de pouvoir voir les informations qui vous intéressent quoi. Ça peut être sympa de mettre ce genre de choses dans votre travail. D'accord. Donc voilà. Donc c'est tout pour les prédictions. On va maintenant passer à la partie finalement qui nous intéresse le plus, c'est les effets marginaux. Parce qu'on avait vu qu'on pouvait retrouver directement les effets des variables sur la probabilité, sur base du modèle, okay, sur la probabilité de voter MR par exemple, plutôt que MR plutôt que PS, okay, qui peut être intéressant hein, si jamais vous êtes spécifiquement intéressé par la relation du choix entre le PS et le MR, ok. Mais si on veut s'intéresser à un effet plus général, généralement ce sont plutôt ces effets marginaux qui nous aideront. Et là donc, vous pouvez utiliser la commande margin, dydx comme nous avions fait précédemment. Et la petite spécificité, c'est que si vous avez affaire en fait à une variable qualitative, ok, avec plusieurs modalités. Vous savez que cet effet partiel, c'est un effet partiel en fonction d'une catégorie de référence. Ok, ici, le fait d'avoir un diplôme, de ne pas avoir le diplôme de secondaire inférieur. Ok. Donc, en fait, d'une certaine manière, ce que cette commande va vous donner, c'est simplement la différence entre les probabilités prédites par rapport à cette probabilité prédite de référence. Ok. Donc, on utilise cette commande d'abord pour le diplôme. Ça prend beaucoup de temps parce que forcément, c'est quand même pas mal de calculs. Avec un peu de chance, l'ordinateur ne va pas exploser. Ok. Et vous voyez qu'on a en fait cet effet enfin mesuré directement sur la probabilité, avec des p-valeurs généralement assez grandes. Donc on voit ici, par exemple, sur base de notre modèle, le fait d'avoir un master augmente la probabilité de voter MR de 11,28 points de pourcentage, ceteris paribus, par rapport à quelqu'un qui n'aurait même pas son diplôme de secondaire inférieur. Ok ?
comme ça que vous pourriez ici interpréter les effets marginaux. Okay, finalement, c'est ça qui est sans doute certainement le plus intéressant. C'est significatif. Maintenant, le petit souci, c'est que cet effet significatif, évidemment, c'est un effet qui est significativement différent par rapport au fait d'avoir un diplôme de secondaire, d'avoir moins d'un diplôme de secondaire inférieur. D'accord? Donc, voilà, on a clairement quelque chose qui se passe au niveau de l'éducation sur base de notre modèle, ok, mais bon, il semblerait a priori que cet effet ne soit pas fondamentalement extrêmement fort pour des niveaux d'éducation qui soient secondaires, tandis que pour l'enseignement tertiaire, directement, on aura des fortes différences par rapport à des personnes qui n'ont même pas terminé leur secondaire. Okay, donc ici, on a clairement quelque chose qui se passe au niveau de l'éducation. Intuitivement, moi, je pense que ce qui est lié à cet effet un petit peu qu'on détecte, ce serait le fait que généralement ceux qui ont fait des études universitaires, ils ont des revenus un petit peu plus élevés, et quand on a des revenus un petit peu plus élevés, ben, généralement on votera plus pour des partis libéraux, okay, qui mettent une pression fiscale généralement un petit peu moins élevée sur les revenus les plus hauts, d'accord. Tandis qu'inversement, quand on a des revenus qui sont un petit peu plus bas, qui ont tendance à être corrélés avec l'absence de diplôme ou des diplômes un petit peu moins importants que ceux de l'enseignement tertiaire, bien généralement on aura tendance peut-être plus à voter pour des partis qui sont en faveur d'une certaine redistribution. Ok. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, ne sortez pas de la vidéo en vous disant ce sont des gens éduqués par exemple qui votent, les gens les plus éduqués votent MR. C'est très certainement d'autres facteurs qui sont derrière en fait, d'accord, des facteurs peut-être un peu plus d'intérêt, d'accord. Donc voilà, ici encore une fois vous pouvez utiliser margin plot. Ah oui, je vois, c'est à cause de... Ouais, je pense que c'est à cause de la transformation que j'ai fait à la variable. Attendez, je vais réimporter les données. Je vais refaire la commande. Voilà. Et on va redemander à Stata les effets partiels, s'il le veut bien. Ici, je pense que ça va fonctionner. Ouais, voilà, c'était ça. Ok. Donc voilà, c'est ce 55 escape. Bon, on peut faire comme s'il n'était pas là. Sinon, la solution peut-être pour pallier à ça la prochaine fois, c'est peut-être de dropper l'observation. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui fait partie de cette catégorie autre. Ok. Donc ici, clairement, ce qu'on voit, c'est que voilà, ça, c'est une évolution assez similaire finalement à la probabilité prédite, ce qui est assez logique, parce qu'au final, c'est à chaque fois les différences par rapport à notre catégorie de référence dans les probabilités prédites. Donc ici, on voit directement que cette probabilité, cet effet partiel est plus grand. L'effet partiel des diplômes davantage liés à l'enseignement tertiaire sont évidemment un petit peu plus grands. Okay, cet effet partiel du fait d'appartenir à ces catégories-là par rapport à notre catégorie de référence, d'accord, quand cette différence est nettement moins importante pour les diplômes du secondaire. Ok. Donc voilà. Donc on peut faire évidemment la même chose pour le sexe. Voilà, donc on voit que le fait d'être une femme diminue la probabilité de voter MR de 2 points de pourcentage, 2,1 points de pourcentage. Ceteris paribus, donc cet effet n'est clairement pas significatif, ok, ce n'est pas très surprenant d'ailleurs. Et donc ici donc c'est un coefficient. S'il met autant de temps à trouver le coefficient, c'est parce qu'en fait il prend en compte l'effet d'être une femme dans l'ensemble de notre système, dans toutes les équations, okay, pour calculer cet effet partiel. Voilà. Et on peut aussi faire ça pour l'intérêt politique finalement. Voilà, on voit que c'est pas du tout significatif, c'est un effet extrêmement petit. Quel intérêt politique
ne semble pas être une variable très très importante pour expliquer la probabilité de voter MR. Ok, enfin, je dirais même elle ne joue pas du tout. D'accord. En tout cas, c'est une forme de mesure qu'on a de l'intérêt politique. Ok. Donc jusqu'ici, Satan nous a donné les effets marginaux moyens, ok, sur l'ensemble des individus. Enfin, si on veut, on peut utiliser toujours comme avant avec des y, des x, la commande at pour avoir cet effet pour un individu particulier, vu qu'on n'a pas un modèle linéaire, on se souvient, d'accord. C'est une généralisation du modèle logit, c'est toujours la même forme, ok, en S. Donc on peut utiliser la commande at avec entre parenthèses les caractéristiques qu'on donne à notre individu pour regarder par exemple si les gens qui s'intéressent très très peu à la politique, quel est l'effet si on met par exemple newspoll égal à 0 ou à un chiffre ridicule comme 1. On peut un petit peu regarder la prédiction pour ces gens-là s'ils ont un diplôme par exemple enfin l'effet par exemple d'avoir un diplôme de master par rapport à n'avoir pas de diplôme, n'avoir pas de diplôme, on va dire, plutôt qu'à chaque fois répéter moins d'un diplôme de secondaire inférieur. On peut s'intéresser à l'effet d'être une femme pour un individu qui a cette caractéristique-là avec la commande at, ou on peut utiliser simplement la commande atMins pour s'intéresser à cet effet sur l'individu moyen. D'accord ? Voilà, donc c'est a priori tout pour ce TP pratique. Donc voilà, c'est tout pour ce TP qu'on a pour ces séances de TP d'économétrie appliquée. Donc je sais que c'était pas forcément toujours très très agréable de regarder les vidéos YouTube de ce TP parce que forcément c'était pas très très pédagogique par rapport à une séance directement en salle informatique. En plus, j'ai la voix complètement cassée à cause des applaudissements pour le personnel médical. Mais j'espère que vous avez quand même réussi à apprécier à la fois les 2 premières séances, mais aussi les 2 secondes de manière indirecte. Ok. Donc vous allez pouvoir vous lancer maintenant sur le travail. Ça peut être assez intéressant si vous parvenez à trouver une base de données un peu sympa, je sais pas, sur les choix de consommation par exemple, ou autre pour votre travail, ok, pour estimer un modèle logit multinomial. Avant de vous quitter, j'aimerais juste quand même revenir un petit peu sur ce modèle logit multinomial. Vous le verrez certainement en classe, hein, mais il y a un problème qui est assez connu dans le cadre d'un tel modèle, c'est qu'en fait ce modèle il repose aussi sur une hypothèse très importante qui est l'absence de corrélation dans les erreurs des différentes équations du modèle. Okay, et en fait c'est assez embêtant parce que cette absence de corrélation elle induit un petit peu que la disparition d'une alternative, mettons par exemple du jour au lendemain vous ne pouvez plus voter MR, eh bien cette absence de corrélation induit le fait que dans un tel cas, les personnes qui votent MR se répartissent de manière équitable dans les autres possibilités. Okay, donc McFadden appelait ça le blue boost, red boost problème. Okay, c'est le fait que si on retire la possibilité de voter, de prendre le bus rouge par exemple, les gens ne se répartissent pas équitablement dans les autres alternatives, bien ça peut poser des problèmes. Alors on n'a plus, les hypothèses ne sont plus respectées, nos estimateurs ne sont plus optimaux pour détecter finalement cette modélisation du choix. Donc modéliser le choix, c'est évidemment quelque chose de très complexe et ce modèle est malheureusement loin d'être magique, même si on a vu que les prédictions étaient quand même assez cohérentes vis-à-vis de ce qui semblait être observé. Donc voilà, ça reste un modèle qui reste plutôt imparfait, d'accord. Vous verrez ça sans doute plus en détail avec le professeur. J'ai beaucoup apprécié donner ces TP, à part peut-être qu'on a commencé à les donner à distance. Et voilà, je vous souhaite tout le succès possible pour vos examens et le travail d'économétrie appliquée que vous devrez défendre.
Voilà, donc si vous avez des questions évidemment pour ce travail, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail, d'accord? Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, on se revoit en juin du coup. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Normalement, les consignes devraient être mises d'ici peu sur Moodle. Hein. On en a discuté avec votre professeur à plusieurs reprises et il est en train de les terminer. Ok? Donc voilà, passez une bonne journée et bon courage.